La politique d'Aristote, livre second, chapitre 5, sommaire. Examen de la constitution imaginée par Hippodamus de Milet. Analyse de cette constitution, division des propriétés, tribunal suprême d'appel, récompense aux inventeurs des découvertes politiques, éducation des orphelins des guerriers. Critique de la division des classes et de la propriété. Critique du système proposé par Hippodamus pour les votes du tribunal d'appel. Question de l'innovation en matière politique. Il ne faut pas provoquer les innovations de peur d'affaiblir le respect dû à la loi. Hippodamus de Milet, fils de Rifron, le même qui, inventeur de la division des villes en rues, appliqua cette distribution nouvelle au Pirée, et qui montrait d'ailleurs dans toute sa façon de vivre une excessive vanité, se plaisant à braver le jugement public par le luxe de ses cheveux et l'élégance de sa parure, portant en outre été comme hiver des habits également simples et également chauds, homme qui avait la prétention de ne rien ignorer dans la nature entière, Hippodamus est aussi le premier qui, sans jamais avoir manié les affaires publiques, s'aventura à publier quelque chose sur la meilleure forme de gouvernement. Sa république se composait de 10 000 citoyens séparés en 3 classes, artisans, laboureurs et défenseurs de la cité possédant les armes. Il faisait 3 parts du territoire, l'une sacrée, l'autre publique, et la troisième possédée individuellement. Celle qui devait subvenir aux frais légaux du culte des dieux était la portion sacrée. Celle qui devait nourrir les guerriers, la portion publique. Celle qui appartenait aux laboureurs, la portion individuelle. Il pensait que les lois aussi ne peuvent être que de 3 espèces, parce que les actions judiciaires selon lui ne peuvent naître que de 3 objets, l'injure, le dommage et le meurtre. Il établissait un tribunal suprême et unique où seraient portées en appel toutes les causes qui sembleraient mal jugées. Ce tribunal se composait de vieillards qui faisaient monter l'élection. Quant à la forme des jugements, Hippodamus repoussait le vote par boule. Chaque juge devait porter une tablette où il écrirait s'il condamnait purement et simplement, qu'il laisserait vide s'il absolvait au même titre, et où il déterminerait ses motifs s'il absolvait ou condamnait seulement en partie. Le système actuel lui paraissait vicieux, en ce qu'il force souvent les juges à se parjurer s'ils votent d'une manière absolue dans l'un ou l'autre sens. Il garantissait encore législativement les récompenses dues aux découvertes politiques d'utilité générale, et il assurait l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats en la mettant à la charge de l'État. Cette dernière institution lui appartient exclusivement. Mais aujourd'hui, Athènes et plusieurs autres États jouissent d'une institution analogue. Tous les magistrats devaient être élus par le peuple, et le peuple pour Hippodamus se compose des 3 classes de l'État. Une fois nommés, les magistrats ont concurremment la surveillance des intérêts généraux, celle des affaires des étrangers et la tutelle des orphelins. Telles sont à peu près toutes les dispositions principales de la constitution d'Hippodamus. D'abord, on peut trouver quelques difficultés dans un classement de citoyens où laboureurs, artisans et guerriers prennent une part égale au gouvernement. Les premiers sans armes, les seconds sans armes et sans terre, c'est-à-dire à peu près esclaves des troisièmes qui sont armés. Bien plus, il y a impossibilité à ce que tous puissent entrer en partage des fonctions publiques. Il faut nécessairement tirer de la classe des guerriers et les généraux et les gardes de la cité, et l'on peut dire tous les principaux fonctionnaires. Mais si les artisans et les laboureurs sont exclus du gouvernement de la cité, comment pourront-ils avoir quelque attachement pour elle ? Si l'on objecte que la classe des guerriers sera plus puissante que les 2 autres, remarquons d'abord que la chose n'est pas facile, car ils ne seront pas nombreux. Mais s'ils sont les plus forts, à quoi bon dès lors donner au reste des citoyens des droits politiques et les rendre maîtres de la nomination des magistrats ? Que font en outre les laboureurs dans la République d'Hippodamus ? Les artisans, on le conçoit, y sont indispensables comme partout ailleurs, et ils y peuvent aussi bien que dans les autres États vivre de leur métier.
Mais quant aux laboureurs, dans le cas où ils seraient chargés de pourvoir à la subsistance des guerriers, on pourrait avec raison en faire des membres de l'État. Ici, au contraire, ils sont maîtres de terres qui leur appartiennent en propre, et ils ne les cultiveront qu'à leur profit. Si les guerriers cultivent personnellement les terres publiques assignées à leur entretien, alors la classe des guerriers ne sera plus autre que celle des laboureurs. Et cependant, le législateur prétend les distinguer. S'il existe des citoyens autres que les guerriers et les laboureurs qui possèdent en propre des biens-fonds, ces citoyens formeront dans l'État une quatrième classe sans droit politique et étrangère à la Constitution. Si l'on remet aux mêmes citoyens la culture des propriétés publiques et celle des propriétés particulières, on ne saura plus précisément ce que chacun devra cultiver pour les besoins des deux familles. Et dans ce cas, pourquoi ne pas donner dès l'origine aux laboureurs un seul et même lot de terre capable de suffire à leur propre nourriture et à celle qu'ils fournissent aux guerriers ? Tous ces points sont fort embarrassants dans la constitution d'Hippodamus. Sa loi relative au jugement n'est pas meilleure, en ce que permettant aux juges de diviser leur sentence, plutôt que de la donner d'une manière absolue, elle les réduit au rôle de simple arbitre. Ce système peut être admissible, même quand les juges sont nombreux, dans les sentences arbitrales discutées en commun par ceux qui les rendent. Il ne l'est plus pour les tribunaux, et la plupart des législateurs ont eu grand soin d'y interdire toute communication entre les juges. Quelle ne sera pas d'ailleurs la confusion lorsque, dans une affaire d'intérêt, le juge accordera une somme qui ne sera pas parfaitement égale à celle que réclame le demandeur ? Le demandeur exige 20 mines, un juge en accorde 10, un autre plus, un autre moins, celui-ci 5, celui-là 4, et ces dissentiments-là surviendront sans aucun doute. Enfin, les uns accordent la somme tout entière, les autres la refusent. Comment concilier tous les votes ? Au moins, avec l'acquittement ou la condamnation absolue, le juge ne court jamais le risque de se parjurer puisque l'action a été toujours intentée d'une manière absolue. Et l'acquittement veut dire non pas qu'il ne soit rien dû au demandeur, mais bien qu'il ne lui ait pas dû 20 mines. Il y aurait seulement parjure à voter les 20 mines, lorsqu'on ne croit pas en conscience que le défendeur les doive. Quant aux récompenses assurées à ceux qui font quelques découvertes utiles pour la cité, c'est une loi qui peut être dangereuse et dont l'apparence seule est séduisante. Ce sera la source de bien des intrigues, peut-être même de révolutions. Hippodamus touche ici une toute autre question, un tout autre sujet. Est-il de l'intérêt ou contre l'intérêt des États de changer leurs anciennes institutions, même quand ils peuvent les remplacer par de meilleures ? Si l'on décide qu'ils ont intérêt à ne pas les changer, on ne saurait admettre sans un mûr examen le projet d'Hippodamus. Car un citoyen pourrait proposer le renversement des lois et de la Constitution comme un bienfait public. Puisque nous avons indiqué cette question, nous pensons devoir entrer dans quelques explications plus complètes. Car elle est, je le répète, très controversable et l'on pourrait tout aussi bien donner la préférence au système de l'innovation. L'innovation a profité à toutes les sciences, à la médecine qui a secoué ses vieilles pratiques, à la gymnastique et généralement à tous les arts où s'exercent les facultés humaines. Et comme la politique aussi doit prendre rang parmi les sciences, il est clair que le même principe lui est nécessairement applicable. On pourrait ajouter que les faits eux-mêmes témoignent à l'appui de cette assertion. Nos ancêtres étaient d'une barbarie et d'une simplicité choquantes. Les Grecs, pendant longtemps, n'ont marché qu'en armes et se vendaient leurs femmes. Le peu de lois antiques qui nous restent sont d'une incroyable naïveté. À Cumes, par exemple, la loi sur le meurtre déclarait l'accusé coupable dans le cas où l'accusateur produirait un certain nombre de témoins qui pouvaient être pris parmi les propres parents de la victime. L'humanité doit en général chercher non ce qui est antique, mais ce qui est bon. Nos premiers pères, qu'ils soient sortis du sein de la terre ou qu'ils aient survécu à quelque catastrophe, ressemblaient probablement aux vulgaires et aux ignorants de nos jours.
C'est du moins l'idée que la tradition nous donne des géants fils de la terre, et il y aurait une évidente absurdité à s'en tenir à l'opinion de ces gens-là. En outre, la raison nous dit que les lois écrites ne doivent pas être immuablement conservées. La politique, non plus que les autres sciences, ne peut préciser tous les détails. La loi doit absolument disposer d'une manière générale, tandis que les actes humains portent tous sur des cas particuliers. La conséquence nécessaire de ceci, c'est qu'à certaines époques, il faut changer certaines lois. Mais à considérer les choses sous un autre point de vue, on ne saurait exiger ici trop de circonspection. Si l'amélioration désirée est peu importante, il est clair que pour éviter la funeste habitude d'un changement trop facile des lois, il faut tolérer quelques écarts de la législation et du gouvernement. L'innovation serait moins utile que ne serait dangereuse l'habitude de la désobéissance. On pourrait même rejeter comme inexacte la comparaison de la politique et des autres sciences. L'innovation dans les lois est tout autre chose que dans les arts. La loi, pour se faire obéir, n'a d'autre puissance que celle de l'habitude. Et l'habitude ne se forme qu'avec le temps et les années. De telle sorte que changer légèrement les lois existantes pour de nouvelles, c'est affaiblir d'autant la force même de la loi. Bien plus, en admettant l'utilité de l'innovation, on peut encore demander si, dans tout État, l'initiative en doit être laissée à tous les citoyens sans distinction ou réservée à quelques-uns, car ce sont là des systèmes évidemment fort divers. Mais bornons ici ces considérations qui retrouveront une place ailleurs.